Merci à vous d'être présent. Je vais surtout me placer en tant que psychologue qui ait travaillé un peu comme Alice Molomény en hématologie pendant 5 années, puis ensuite en pneumologie à l'hôpital Saint-Antoine. Et c'est vrai qu'entre-temps, maintenant je dirais qu'à distance, je ne suis plus à l'hôpital, mais j'interviens toujours dans des cliniques privées à Strasbourg et également dans un suivi à mon cabinet de personnes, alors qui sont souvent les familles de patients, parfois en fin de vie, mais dans un cadre privé, pris en charge par la Ligue contre le cancer, qui finance 5 à 10 consultations de patients, et évidemment pour nous ça nous apparaît comme un progrès énorme, mais j'espère que ce type de prise en charge va pouvoir se pérenniser, se multiplier, parce qu'on en voit l'intérêt. Et les patients, les familles, on sait qu'on va prévenir un certain nombre de conséquences, bien sûr, de cette pathologie cancéreuses, ces pathologies cancéreuses qui sont porteuses de tellement de représentations. Et voilà, je vais le développer bien sûr. Et je vais également le développer à partir de mon expérience de rédactrice en chef de la revue Psycho-Oncologie. Donc je voulais vous la montrer. Donc cette revue qui existe depuis 2002 maintenant, qui est une revue francophone internationale, car je tiens à dire que la francophonie est aussi internationale. C'est un petit moyen de lutter contre l'hégémonie anglo-saxonne. Je pense qu'il faut défendre la francophonie, ce qui ne nous empêche pas de publier des articles en anglais aussi, bien entendu, nous sommes très ouverts. Mais à partir de cette expérience, je vais pouvoir décrire l'évolution aussi de certaines recherches en psycho-oncologie, donc depuis maintenant 12 années. Donc mon préambule porte évidemment sur l'ambiguïté de la psychologie. Science humaine, oui, certes, mais aussi la question se pose tout le temps, serait-ce une paradiscipline médicale ? Et c'est vrai que quand on travaille dans les services de cancérologie, on peut être emporté par la vague médicale, et la psychologie clinique n'a pas été épargnée par cette dimension, et parfois, enfin, j'ai été moi-même embarqué dans tout ça, dans le désir évidemment de pouvoir être entendu par les médecins, mais aujourd'hui surtout par les instances sanitaires, puisque on discute avec les ARS, on discute avec l'HAS, on essaie de montrer aussi que la dimension psychanalytique n'est pas juste obsolète, comme on a tendance à nous le rappeler, en ce qui concerne les autismes, en ce qui concerne également les psychothérapies analytiques. La psychologie clinique, alors aujourd'hui vous savez que c'est un terme qui est galvaudé, puisque récemment nous l'avons vu au CNU, nous avons vu plein de gens qui nous ont dit qu'ils étaient aussi des psychologues cliniciens, et c'est vrai que Daniel Lagache a dû se retourner dans sa tombe, Didier Anzieux aussi, parce que maintenant donc la psychologie clinique a repris une espèce d'élargissement, et donc nos collègues du développement ou nos collègues cognitivo-comportementalistes donc se réclament de la psychologie clinique en faisant une espèce d'abstraction de la dimension historique de la psychologie clinique, et je pense que c'est un débat que nous devons avoir ensemble à nouveau. On ne doit pas juste entre les psychologues cliniciens de formation psychanalytique en discuter. Il faut qu'on élargisse ce débat. Donc la psychologie clinique a de multiples appartenances. Bien sûr, ce modèle psychanalytique prépondérant, mais aussi un jeu avec le modèle expérimental, et puis
un certain psychologisme qui malheureusement montre un élargissement de notre discipline aux coachs, aux discutants, je dirais, des médias, etc., qui fait que nous perdons un peu, enfin, de temps en temps, notre âme. Et là aussi, il faut qu'on en parle ensemble et qu'on essaie de le développer. Alors, dans le livre Psychothérapie analytique en oncologie, qui a été co-dirigé avec Sylvie Pucheux, c'est un ouvrage collectif, mais dans lequel donc j'ai développé 2 chapitres, en particulier le chapitre Histoire, Histoire de la psychologie clinique en oncologie, en cancérologie, et le chapitre Fondement. C'était important à nouveau de s'assurer de ces fondements. Donc, en France, les cliniciens hospitaliers, les psychologues cliniciens hospitaliers, bien qu'encore principalement de formation analytique, sont partagés aujourd'hui entre l'épistémologie psychanalytique et une vision plus pragmatique. Et là, des collègues vont certainement soutenir cette approche, recherchant à la fois le bien-être du patient, sa possibilité de projection dans le futur, etc. Et c'est vrai que très souvent, nous endossons aussi les problématiques soignantes, les problématiques médicales, et parfois, nous avons tendance à peut-être minimiser par souci à la fois déontologique, éthique, mais aussi de discrétion, tout ce qui relève de la vie intime du patient, mais qui, cumulé, nous donne une certaine expérience. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me rappelle, donc moi j'ai commencé en 1984, et on avait des collègues qui se baladaient avec des lunettes noires dans les services, et on les appelait les psychologues E.T., parce que, évidemment, Spielberg avait un grand succès à cette époque-là, mais aussi parce que ces psychologues souhaitaient rester vraiment dans une vision extérieure, une approche extérieure, et parfois les soignants se gaussaient de cette approche psychologique décalée, mais qui pour nous était évidemment nécessaire. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Cécile Perrier, j'ai bien entendu, quand vous disiez que, oui, vous aviez dû défendre votre position, le vouvoiement des jeunes, etc. Et je le comprends, puisque nous le faisions aussi à l'époque, mais peut-être de façon caricaturale. Je reconnais qu'il y avait aussi des défauts. J'ai travaillé en Angleterre, au Royaume-Uni, et c'est vrai que là, dans le monde anglo-saxon, j'ai trouvé des différences qui m'ont à l'époque convaincue. J'étais même prête à faire ma vie là-bas, parce que je trouvais que le travail en équipe, donc là aussi dans les hôpitaux et plus particulièrement dans les unités palliative units, dans les unités de soins palliatifs, eh bien là on pouvait vraiment travailler très correctement avec les médecins, les infirmiers. Mais en fait, je m'étais rendu compte aussi que les psychologues cliniciens n'avaient pas du tout les mêmes fonctions qu'ici en France, puisque en réalité, ils étaient essentiellement des chercheurs. Et finalement, le rôle de psychologue clinicien que nous avons dans les hôpitaux était plutôt tenu par des counselors et puis aussi des social workers. Et finalement, les shrinks, alors ça c'est vraiment autre chose, c'est ce qu'on retrouve aux États-Unis, mais eux, c'est vraiment les psychanalystes en ville, si vous voulez. Et donc en fait, le rôle des psychologues cliniciens qui est tant soutenu, enfin qui essaie d'être soutenu en tout cas ici en France, eh bien en fait, on le retrouvait pas vraiment, on le retrouve pas vraiment au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, alors là, de façon assez différente en fonction des hôpitaux, des institutions, là on peut retrouver le counselor. Et cette fois-ci, ce psychologue peut être extrêmement bien reconnu dans ces institutions, au point que
par exemple à New York, la psychothérapie est conseillée comme un traitement. C'est-à-dire que le médecin qui va recevoir un patient pour une première discussion, un patient atteint de cancer, bien sûr, eh bien, va dire, et puis nous avons dans notre équipe donc des psychologues, et pour nous, les groupes thérapeutiques, les entretiens avec le psychologue, ça fait partie du traitement. Et cette façon de présenter le psychologue est évidemment quelque chose qui finalement permet aux patients, je dirais, de dépasser la peur, puisqu'aujourd'hui beaucoup de patients sont quand même d'emblée réticents vis-à-vis de l'approche psychologique, et je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est pas lié à la façon dont on présente le psychologue clinicien? Et c'est vrai que souvent, moi dans un premier temps, j'étais juste témoin, j'assistais aux consultations, tout simplement, sans intervention, j'étais juste présente dans la consultation, et je remarquais que les médecins avaient tendance à dire oui, puis au fait dans l'équipe il y a aussi un psychologue, mais alors les horaires, je sais pas quand est-ce qu'il vient le mardi, et cette espèce de flou dans la présentation du psychologue finalement induisait quelque chose chez le patient qui faisait que au fond il n'avait pas forcément envie d'aller voir le psychologue, tout ça était vraiment dans la difficulté institutionnelle à intégrer le psychiste. Alors le terme de psychiste, je le dois à notre réflexion avec Daniel Kipman. Donc j'ai eu la chance de travailler dans mes débuts avec Martine Rosiewski. Donc nous étions une équipe, si j'ose dire, de 3 psychologues et un psychiatre, psychanalyste qui faisait en fait notre contrôle, si vous voulez, et donc toutes les semaines nous avions la chance d'avoir 2 heures de travail avec Daniel Kipman sur nos suivis, nos différentes interventions psychologiques, et avec Daniel on a tout de suite souhaité publier, on voulait vraiment écrire des choses sur notre expérience, donc nous on était dans la mouvance de Daniel Brun, et donc on avait décidé que psychiste, c'était vraiment la meilleure façon de parler des psychologues, et psychiatres, et psychanalystes et psychothérapeutes de formation analytique qui travaillaient donc en oncologie. Donc place difficile du psychologue en institution médicale. Donc effectivement, pratique relativement solitaire, établissement d'une interface avec les psychiatres en particulier, et finalement, que font ces psychologues cliniciens dans ces services d'oncologie? Eh bien, on est amené à parfois développer ce travail diagnostique, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Notre diagnostic porte surtout sur le fonctionnement psychique. Alors bien sûr, et ça c'est une discussion qu'on a très souvent avec les psychiatres, et au sein de la Société française de psycho-oncologie, c'est même parfois une discussion assez conflictuelle, car encore une fois, chacun, on a vu, veut conserver sa place, et les questions aussi de pouvoir doivent être discutées. Mais pour nous, et là, bien sûr, je suis renvoyée à ma pratique en cabinet libéral, et quand je suis en cabinet, j'ai aussi une responsabilité. Et ça, je tiens à le dire à mes collègues psychiatres, c'est que si un patient décompense dans mon cabinet, s'il vient dans un état de décompensation, eh bien, effectivement, ma responsabilité va être de penser à peut-être faire quelque chose, s'il y a une urgence, s'il y a un danger pour ce patient, pour lui-même ou pour autrui, eh bien, d'interrompre ma consultation et d'aller avec lui peut-être à l'hôpital tout simplement. Et donc je voudrais montrer que dans notre travail qui est essentiellement psychothérapeutique, malgré tout ce travail diagnostique qui sous-entend aussi un diagnostic par exemple de la décompensation, mais qui en général porte sur le fonctionnement psychique, eh bien nous permet quand même en moyenne de pouvoir
effectivement laisser se dérouler les associations libres qui vont permettre ce travail psychanalytique, mais parfois aussi un diagnostic dans l'ici et maintenant, parce que tout simplement le patient va mal et qu'il faut pouvoir agir. Alors évidemment on va me dire acting in, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais oui, ça se passe. Ça peut se passer dans un cabinet de psychanalyste et ça peut se passer bien évidemment à l'hôpital. Mais notre objectif premier n'est pas ce diagnostic de l'ici et maintenant sur le plan donc d'une évaluation précise de type DSM ou PDM, mais en général porte bien sûr sur le fonctionnement psychique. Alors quand on regarde la recherche en psychologie clinique, c'est vrai que en oncologie, la place de la recherche est relativement faible. D'où la nécessité de stimuler nos collègues cliniciens en oncologie. Et cette stimulation, alors là je peux témoigner en 12 années de discussion avec mes collègues donc, du comité de rédaction de psycho-oncologie, eh bien cette place de la recherche augmente considérablement et je suis vraiment heureuse de pouvoir dire que les doctorants, qui sont souvent des psychologues cliniciens qui ont une certaine expérience dans leur service, eh bien de plus en plus de doctorants sont présents et mettent au point des recherches, ce qui évidemment me donne un certain optimisme par rapport à cette place du psychologue clinicien en institution. Historiquement, c'est important de rappeler justement ici même que Nicole Alby a fait ses débuts en hématologie pédiatrique et aussi Ginette Rimbaud en néphrologie pédiatrique, Émile Rimbaud, qui j'ai eu la chance de l'avoir comme premier superviseur, mais qui va diriger la première unité de psycho-oncologie à l'Institut Gustave Roussy. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de les citer, Caroline Eliatchev, Elisabeth Lévy-Leblond, Daniel Sylvestre, Daniel Brun, Jacqueline Morisi, qui vont donc travailler avec Odile Schweizgut à l'IGR, et puis André Lehmann, qui a fait vraiment des travaux tout à fait passionnants donc, sur les femmes atteintes de cancer du sein. Donc je pense qu'il faut les citer, car elles ont justement défendu l'évolution aussi de la psychanalyse en oncologie, et on va le voir tout de suite au niveau des recherches, car effectivement dans les années 70, ce qui était au premier plan, c'était la question de la psychogénèse des cancers. Ça, c'était vraiment cette grande question, et je dirais que je l'ai partagée, puisque dans les années 88 exactement, je faisais cette formation à l'IPSO, donc l'Institut de psychosomatique, et il y avait déjà les grandes recherches avec Claude Jasmin, Pierre Marty, sur ces recherches en double aveugle, sur le diagnostic d'une tumeur pour laquelle allaient consulter donc des patientes, et on ne savait pas quelle était la nature bénigne ou maligne de cette tumeur, et donc des psychanalystes avaient des entretiens approfondis avec ces patientes, et les psychanalystes vraiment à quasiment plus de 95% de chances faisaient un diagnostic de bénignité versus malignité de la tumeur. Donc ça avait donné lieu à une importante littérature, et donc c'était à l'époque, c'était la grande époque de ce lien entre psychosomaticiens, donc médecins et psychanalystes psychosomaticiens, et dont l'IPSO témoignait largement. Et puis alors, tout ceci a été discuté, remis en question. Et à ce moment-là, petit à petit, on a observé que, en fait, ce qu'on considérait comme étant finalement la cause des cancers
pouvait être finalement la conséquence des cancers. C'est-à-dire que ces personnalités avec un imaginaire égal à 0, ou bien qui ne pouvaient pas rêver, hein, vous vous rappelez, il y a eu vraiment des excès à ce niveau-là, eh bien on s'est rendu compte que peut-être étaient-ce les effets d'une annonce au contraire traumatogène d'un cancer, et puis aussi d'une expérience subjective de traitement qui était extrêmement délabrante sur le plan psychique. Bien sûr, sur le plan physique, c'est absolument évident. Et puis, enfin, on a pu petit à petit également inclure l'effet des représentations collectives, puis individuelles de ces cancers. Et puis, alors, les recherches, après, se sont développées avec, par exemple, aujourd'hui, l'importance du travail sur l'oncogénétique, par exemple. Mais c'est important de noter que entre les années 90 et les années, je dirais, 2015, il y a eu vraiment ce retournement qui est passé de la psychosomatique du cancer à aujourd'hui des questions sur, par exemple, deuil, dépression, cancer, événements traumatiques, cancer, etc. Et tout ceci a fait l'objet vraiment non seulement d'une grande remise en cause, mais en plus vraiment d'études très précises et de plus en plus précises justement sur ces thématiques. Alors avec quelle méthode? Alors c'est là où on arrive vraiment au vif du sujet, puisque c'est vrai que venant de la psychanalyse, pour nous, l'étude de cas était vraiment notre longue tradition. Et là, je vais tout de suite citer Jean-Michel Turin et Monique Turin. On travaille beaucoup ensemble et Patrice Canon a dû vous montrer aussi comment justement ce couple développe avec une grande générosité. Là, je voudrais insister là-dessus parce que c'est vrai que dans la recherche, la concurrence est telle, la rivalité est telle que finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans leur coin et qui refusent de transmettre, alors qu'ici, vraiment, avec ses collègues, on peut vraiment discuter et partager des méthodes. Et donc, oui, on est parti des études de cas qui étaient en fait des observations simples, aux études de cas interventionnelles, qui sont des études qui portent sur les effets des psychothérapies, puis les études de cas expérimentales, donc qui là utiliseraient comme traitement, mais comme expérience plutôt, la possibilité de proposer tel ou tel traitement. Donc effectivement, par exemple, la grande, soi-disant, la méta-analyse de 2004 de l'INSERM portait exactement là-dessus, sur cette vision comparatiste des différentes psychothérapies, mais comme vous le rappelez, hein, sur 6 mois, on sait très bien que la psychanalyse n'entre absolument pas dans cette catégorie, puisque la psychanalyse, contrairement aux autres disciplines, par exemple, pour ne prendre que les thérapies cognitivo-comportementales, la psychanalyse, elle agit sur le court terme. Et même après qu'une psychanalyse ou qu'une psychothérapie analytique soit terminée, il y a encore des effets sur le sujet. Et donc, on voit bien je dirais presque la bêtise, pardonnez-moi, de cette méta-analyse qui n'était finalement absolument pas correcte sur le plan méthodologique. Donc je voulais citer cette discussion de Jean-Michel Turin, donc l'étude de cas au cœur de la formation et de la recherche en psychothérapie, donc dans Perspective Psy, je vous conseille vraiment cet article de 2012 sur cette tradition historique de l'étude de cas et qu'est-ce qu'on peut en faire sur le plan méthodologique. D'autres méthodes, bien sûr,
Eh bien, là, j'ai beaucoup participé à ces études qui portaient sur la qualité de vie. Donc, c'est vrai que l'ERTC, European Organization, donc ce regroupement européen pour les études de qualité de vie, auquel donc justement Alice Polomeni a beaucoup participé aussi avec Bernard Rio, c'est vrai, nous a permis finalement, en souhaitant étudier la qualité de vie subjective, je précise, des patients, finalement a permis de mettre au point des méthodes qui aujourd'hui finalement partent de cette mouvance-là pour évaluer les psychothérapies. À l'époque, donc Paul Gerin, qui était un psychanalyste, et Alice Dazor, elle, qui est pharmacienne, enfin, elle est à la retraite maintenant, mais je me rappelle être allée la voir à Lyon pour aller discuter avec elle de ces outils qui étaient vraiment en pleine... on était en train de les créer. Eh bien, ces outils prenaient en compte, justement, l'auto-évaluation, c'est-à-dire que le sujet lui-même pouvait dire, en ce qui concerne tel domaine, en ce qui concerne l'importance attribuée à ce domaine, en ce qui concerne l'attente qu'il avait vis-à-vis de ce domaine, ce qu'il mettait comme nombre de points, par exemple, si on lui demandait de mettre un nombre de points à justement à l'évaluation de ce domaine. Et aujourd'hui, on voit bien comment les études des psychothérapies ont suivi finalement ces méthodologies qui portaient à l'époque sur la qualité de vie. Donc j'ai cité les deux... vous voyez les deux ouvrages de Gerin et Dazor, et puis également Sally, donc sur les psychothérapies et changements. Mais au départ, il faut savoir que c'était vraiment des recherches qui portaient sur la qualité de vie. Donc maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants psy en oncologie. Donc il y a les psychologues et les psychiatres, cliniciens et chercheurs. Il y a également les psychologues de la santé. Et puis il y a aussi les psychologues du travail et des organisations. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y ait que ce soit très compartimenté et qu'on ne puisse pas encore vraiment travailler ensemble. Mais j'ai quand même bon espoir. Et justement, la revue Psycho-Oncologie est là pour accueillir tout le monde. Et ça nous permet vraiment de projeter, en tout cas, de grandes discussions ensemble. Donc j'ai fait le tour des thématiques qui avaient été abordées en 12 ans de publication de Psycho-Oncologie. Et donc j'en ai mis certaines ici pour simplement vous donner des pistes de recherche. Alors par exemple, beaucoup de recherches, et là qui sont très entendues par les instances, par les institutions sanitaires, que dis-je, l'INCa, l'HAS, etc. Quels sont les états psychiques à l'origine de comportements cancérogènes? Donc ça, ce sont des recherches que nous pourrions faire, en particulier sur les comportements tabagiques, les différentes addictions, en particulier alcool, etc., etc. Donc là, effectivement, je pense que nous pourrions trouver des financements peut-être relativement facilement avec ces instances. Quelles sont les représentations individuelles et collectives de la santé, de la maladie, du bien-être, des thérapeutiques, de la mort. Donc là, vous voyez, j'ai carrément réuni tout ça parce qu'il s'agit des représentations. Et vous voyez qu'ici, ces représentations ne sont pas des représentations au sens de la psychologie sociale. Ce sont des représentations au sens, justement, de la psychologie clinique, c'est-à-dire du sujet, et qu'il peut finalement développer dans le cadre d'un entretien approfondi, par exemple. Quels sont les aspects inconscients de la maladie? Y a-t-il une psychogénèse fantasmée? Quels sont les phénomènes d'identification intergénérationnelle? Par exemple, en oncogénétique, ce sont des questions qui se posent souvent. Quels sont
qu'est-ce qui entre dans la culpabilité d'avoir un cancer, par exemple, de ne pas guérir, de ne pas, de rejeter, par exemple, le greffon dans le cas des allogreffes, par exemple. Qu'est-ce qui relève de la fragilité narcissique? Qu'est-ce qui pourrait entrer dans cette balance, dans cet équilibre, pulsion de mort, pulsion de vie? Quelles sont les psychopathologies de l'individu et du groupe? Donc vous voyez, là, j'ai repris simplement des thématiques qui ont été développées dans la revue Psycho-Oncologie. Sur le plan des attentes des équipes médicales, justement, on l'a vu tout à l'heure avec la recherche d'Élise, que j'ai trouvée vraiment passionnante. Les équipes médicales, évidemment, s'interrogent sur la symptomatologie psychique ou psychopathologique des patients. Qu'en est-il de la dérégulation de certains patients par rapport aux crises antérieures? Quelles sont ces plaintes du patient? Quelles sont les représentations de la maladie, des soins et de la guérison? Comment interpréter les explications médicales et soignantes? Qu'en est-il des représentations de soi, de la continuité de soi par-delà la menace de mort? Qu'en est-il de l'investissement des aspects inconscients de la vie? Vous voyez, encore une fois, des thématiques extrêmement à la fois pointues et variées, évidentes, je dirais, dans l'approche psychologique d'un patient atteint de cancer. Et enfin, sur le plan des propositions thérapeutiques, étudier les transferts. Encore une fois, donc, transference and counter-transference, c'est-à-dire à la fois transfert et contre-transfert, étudier la question de l'acceptation d'un cadre et comment mettre en place ce cadre quand on travaille en onco-hématologie, comment créer une alliance thérapeutique, donc toute la question de l'alliance thérapeutique, et en particulier on a parlé de pédiatrie ou même de ces unités pour jeunes adultes, eh bien là aussi l'alliance thérapeutique, elle passe également par celle qui est faite avec les parents. Et même quand l'adolescent a 15, 16, 17 ans. La capacité de poser un regard sur soi, oui. Et puis, qu'en est-il de la demande de changement? Donc, vous voyez, là, j'ai mis en référence cet ouvrage collectif que nous avons dirigé, Sylvie Pucheux et moi-même, parce que tout ceci a été traité, je dirais, chapitre après chapitre, et on voit que ce sont des sujets extrêmement brûlants. Alors, quelle méthode pour aborder ces thèmes de recherche? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, donc avec les théories ancrées, donc qui proviennent de la sociologie, Glaser and Strauss, Irving Goffman, Cathy Charmaz, etc. Tous ces auteurs de la qualitative psychology qui sont absolument à connaître et à, bien sûr, et à travailler dans toutes leurs dimensions. Mais il n'y a pas que les théories ancrées, la narrative, enfin la psychologie narrative. Alors on va dire tiré vraiment de Paul Ricoeur, parce que c'est vraiment lui notre base, et qui permet de réfléchir à l'historicisation du sujet, même dans cette toute petite histoire qu'il peut quand même partager, même quand il est un jeune enfant, par exemple. Enfin, les outils comme l'IPA, par exemple, Interpretative Phenomenological Analysis, où c'est le sujet qui donne son sens. Et là, je voulais citer aussi les travaux de Serge Stoléru, avec une version, je dirais, de l'entretien multiregistre qui a 5 questions, qui va poser 5 questions du côté des souvenirs, du côté des sentiments, etc., qui est extrêmement intéressante aussi et que nous employons dans notre unité de recherche. Et enfin, catégoriser les données avec plusieurs experts, et utiliser donc l'étude intensive de cas. Alors ça, c'est ce que propose Jean-Michel Turin et que pratique également Patrice Canon, dans le cadre de réunions, vous voyez, par Skype, où on peut, avec 3, 4 thérapeutes,
échanger et coder ce qu'on a pu vivre dans la dernière séance avec le patient et qui, encore une fois, est extrêmement intéressant comme point de vue. Donc vous voyez que ces méthodes qualitatives aujourd'hui sont à la fois diverses, elles sont validées et elles nous apportent un matériel absolument exceptionnel. Donc comment valider l'intérêt par exemple de l'accompagnement psychothérapeutique? Comment prouver l'intérêt des formations des médecins à l'annonce de la maladie? Alors ça aussi c'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur. Comment démontrer la valeur d'un soutien psychothérapeutique d'un enfant malade ou d'un malade? Ça, ce sont aussi des thèmes de recherche extrêmement intéressants. Et bien sûr, le tout dans des études prospectives. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a été centré sur des études rétrospectives, parce qu'évidemment, il fallait qu'on sonde le terrain. Mais aujourd'hui, nous devrions constituer donc des groupes de cliniciens associés à des chercheurs. Nous devrions favoriser des échanges cliniques, y compris sur les psychothérapies en cours. Former à la recherche les psychistes et les oncologues intéressés. Alors là, j'ai mis un petit point sur les critères corrects. Bon, ils sont encore relativement peu connus, mais ces critères d'analyse qualitative, donc je les ai apportés bien sûr, je pense qu'il faut absolument et systématiquement les valider dans toutes nos études qualitatives. Et enfin, alors là, je prône pour la formation pédagogique. Il faut que nous formions ensemble, dans certains cours, entre guillemets, les médecins, les soignants et les psys, donc ce que j'appelle les psychistes, les psychologues et les psychiatres, pour limiter les préjugés professionnels et limiter surtout le repli identitaire donc, de certaines catégories professionnelles, ce dont nous ne... Enfin, on ne peut pas s'indemniser en tant que psychologue aussi de ce repli identitaire, puisque je l'ai vécu. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas chez les psychologues, mais je pense que le seul moyen de le limiter, c'est de se former ensemble. Et par exemple, c'est ce qu'on fait à Strasbourg, où on a choisi d'avoir des conférences ensemble, psychiatres et psychologues, pour qu'on apprenne vraiment à travailler ensemble. Donc, conclusion, eh bien, quand je regarde l'histoire assez brève, l'histoire brève de la place des psychologues cliniciens en oncologie, eh bien, on peut dire que les études qualitatives ont bien démarré aujourd'hui, mais que les psychologues doivent toujours être soutenus dans leur formation doctorale. Que bien sûr, on doit favoriser les études prospectives et il nous faut également trouver le moyen d'employer toutes ces observations approfondies. Et là, franchement, je trouve, alors c'est ma position, non pas en tant que personne, mais en tant que psychologue qui a un certain recul par rapport au nombre de propositions d'articles que je reçois pour la revue Psycho-Oncologie, c'est qu'en fait, il y a un énorme gaspillage de nos observations cliniques. Là, c'est un appel que je lance à tous les collègues qui travaillent à l'hôpital, c'est que tout le monde fait un travail énorme, gigantesque sur les observations, donc les suivis de patients, etc. Et que finalement, on ne les met pas en commun. Et là, vraiment, il nous faut, encore une fois, justifier des méthodologies qualitatives pour mettre en commun ce travail clinique. Et enfin, la reconnaissance interprofessionnelle est indispensable, bien au-delà des clivages qui sont typiquement français. Alors là, je pourrais m'adresser à des collègues qui ont une connaissance, je dirais, du terrain international. Donc moi-même, j'ai une petite connaissance, je dirais, du Royaume-Uni et également de l'Allemagne, puisqu'on est juste à côté, donc on a pas mal de relations avec nos collègues, aussi suisses d'ailleurs, à Freiburg et puis également à Basel. Et là, franchement, la hiérarchie française, je ne sais pas ce qu'en pense Carl Léo, mais alors, ce côté pyramidal franco-français est extrêmement pénible au niveau de la recherche et il nous faut le dépasser. Je ne sais pas comment, encore une fois, mais il faut qu'on y arrive.
Et c'est justement l'approche transversale de la psycho-oncologie qui me semble intéressante à ce niveau. Je vais immédiatement proposer à Bruno Falissard de venir discuter avec nous. Donc Bruno Falissard, qui est pédopsychiatre, qui est également professeur de de biostatistique à l'Université Paris-Sud. C'est pas grave. Mais pédopsychiatre quand même. Du coup, la psycho s'y retrouve. Donc j'ai été influencé par l'exposé qui vient de se faire, où finalement il faudrait parler d'un psychiste, mais ça, on va voir ce qu'il en pense. Alors Bruno Falissard a publié il n'y a pas longtemps un livre qui a marqué toute une série de collègues, qui s'appelle « Mesurer la subjectivité en santé ». Ça, un livre auquel pas mal de collègues se réfèrent. Et il y a d'autres livres encore. Je cite simplement « Cerveau et psychanalyse », tentative de réconciliation, par exemple, ou enfin un livre connu aussi des étudiants, comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie. Ça vous donne une certaine idée de l'éventail des possibles de Bruno Falissard. Donc voilà. J'ai repris quelques points de votre conférence très intéressante. La première, c'est vrai, la place de la psychologie clinique à l'hôpital en France par rapport aux autres pays. C'est vrai que c'est différent. C'est vrai, en particulier aux États-Unis, où par exemple, il y a des psychologues cliniciens qui sont responsables de services de psychiatrie, alors que ça serait inconcevable en France. Mais en fait, quand on gratte, ils sont chefs du service de psychiatrie parce qu'en fait, être chef de service ne fait pas gagner le plus d'argent. Ce qui fait gagner le plus d'argent, c'est de voir des patients. Et donc, beaucoup de collègues psychiatres passent leur temps à accumuler des actes de consultation pour gagner de l'argent, et la chefferie de service n'est pas leur problème. Donc, il y a vraiment des considérations sociologiques très complexes derrière la place, et c'est un peu pareil au Canada. Alors néanmoins, derrière ça, je pense qu'il y a une vraie différence qui tient à la pratique médicale en France, qui n'est pas la même qu'en Amérique du Nord et qu'en Grande-Bretagne. Les médecins français ont en fait deux pieds dans leur pratique. Un qui vient de Claude Bernard, qui structure toutes les études médicales, 500 heures de cours de biologie au sens large dans les études médicales, 20 heures au maximum de cours de psychologie, mais une pratique clinique qui est fondamentalement phénoménologique. C'est-à-dire, en France, l'intuition clinique, le fait qu'on rencontre un patient, qu'on le voit, et que le diagnostic émerge de cette rencontre, c'est quelque chose de fort et qui paraît complètement sulfureux pour les collègues nord-américains qui ont une pratique clinique sémiologique. D'ailleurs, eux, ils appellent ça phénoménologique. C'est curieux, c'est que, vous savez, le mot phénoménologique aux États-Unis n'a rien à voir avec Husserl. Il a à voir avec la sémiologie. Le phénomène observé et pas l'expérience à la première personne comme dans l'IPA. Et donc, du coup, le médecin français ne voit pas le psychisme, il voit le sujet et la biologie. Et donc, la place d'un psychologue, effectivement, dans ce que vous disiez, ah oui, dans le service, vous avez un psychologue, parce que dans ces représentations, c'est pas là. Il y a une rencontre, il y a des organes. Et le psychisme, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne lui apprend pas. Et le fait qu'il y ait 20 heures de psychologie médicale, c'est un symptôme. C'est pas le fait qu'on trouve que c'est pas important, c'est juste que ça n'appartient pas au champ des représentations. Deuxième point, l'évaluation des thérapies. Alors oui, bien sûr, il y a un problème. Ça n'est pas qu'un problème d'évaluation des thérapies, des psychothérapies, c'est un problème d'évaluation des thérapies en général. Et là aussi, il faut revoir, prenons du recul avec la question de l'évaluation du médicament, avec le recours au placebo, qui est curieux. C'est-à-dire qu'on doit montrer qu'un médicament est supérieur à un placebo, et in fine, considérer que si un patient guérit avec un placebo, c'est honteux, puisque c'est un peu ça qu'il y a derrière cette pensée. C'est qu'en fait, historiquement, l'évaluation des médicaments, et donc l'évaluation des soins, n'a pas été construite en vue de montrer qu'un soin était utile au patient. Il a été construit en vue de montrer que le soin ne relève pas du charlatanisme.
Parce qu'il faut se souvenir que la médecine a profondément souffert des charlatans jusqu'à la fin du XIXe siècle et encore aujourd'hui. Et que donc, montrer que l'on est supérieur à un placebo, au moins, on n'est pas quelque chose qui relève du charlatanisme. Au moins. Alors après, est-ce qu'on fait du bien ou du mal? C'est compliqué. Et ça n'est pas évalué, puisque vous savez que quand on donne une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il faut que le rapport bénéfice-risque soit positif. Eh bien, on n'évalue pas le rapport bénéfice-risque. On évalue les bénéfices avec des critères d'efficacité, les risques avec des effets secondaires assez mal évalués, mais le rapport des deux, absolument pas. D'ailleurs, comment voulez-vous évaluer le rapport? Le Roaccutane, vous savez, dans l'acné sévère des adolescents, qui donne des hépatites fulminantes de façon rare, comment voulez-vous évaluer le rapport entre l'effet sur le traitement de l'acné et de la représentation de soi par rapport aux autres et le risque d'avoir une hépatite fulminante? C'est tout simplement pas possible en termes méthodologiques. Donc pour le médicament, en fait, ça marche un peu. C'est-à-dire d'avoir construit l'évaluation du médicament autour du refus du charlatanisme, l'expérience se montre, en particulier dans le cancer, quand même que ça a marché. Mais alors, ça a marché, donc ça a été généralisé à tout. Et là, le problème, c'est la définition du charlatanisme, c'est que, et relève du charlatanisme un soin qui n'est pas compatible avec la théorie biologique. Puisque le placebo relève du charlatanisme, et le placebo, en fait, est un soin dont l'effet biologique est non spécifique, c'est-à-dire du charlatanisme. Et donc, du coup, la transposition de l'évaluation des soins dans le domaine du médicament à l'évaluation des soins dans le domaine des psychothérapies et plus généralement des soins non conventionnels, de l'hypnose, de l'acupuncture et tout ça, ne fonctionne pas à cause de ça. C'est parce que ces soins-là ne relèvent pas d'une théorie qui est la théorie biologique. Et leur champ théorique est incompatible avec le champ théorique sous-jacent à l'évaluation des soins aujourd'hui. Alors vous avez parlé de recherche, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, avec les axes de recherche, avec les méthodes. Je n'ai rien à dire. Il faut être formé, oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, la recherche, ça ne s'invente pas, c'est un vrai métier. Beaucoup de cliniciens se disent on va faire de la recherche, on va évaluer. On pourrait leur dire mais imaginez qu'un chercheur vienne vous dire moi je voudrais faire du soin, je vais me lancer demain. Non, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. C'est pareil pour la recherche, il faut être formé, c'est long. Que ce soit qualitatif ou quantitatif, c'est aussi long. Et puis je termine juste par la question du repli identitaire, de la reconnaissance et de la structure pyramidale. Alors ça, c'est complètement vrai, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué que le reste. Tout à fait, merci beaucoup. Alors la question du placebo, c'est vraiment un sujet extrêmement délicat. D'ailleurs, les psychologues n'osent pas trop y toucher parce qu'ils sentent bien que là, il y a un enjeu qui serait justement l'enjeu de la relation, l'enjeu de tout ce qui circule entre le médecin et son patient. Et ça, je crois qu'il faut une certaine maturité avant de l'aborder. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là, hélas.